Bon, on va démarrer avec quelques petites minutes de retard, mais c'est vrai qu'on avait une présentation très intéressante juste auparavant sur les travaux qui vont avoir lieu au niveau de la ferme du Pré par le cabinet d'architectes. Donc c'est vrai qu'on a dû écourter un petit peu brièvement, mais n'hésitez pas à en reparler avec Patrick Schillinger qui est là et qui au niveau des élus pilote davantage le projet si vous avez des remarques ou des points que vous souhaitez éclaircir. Donc avant de démarrer le conseil municipal, je cède la parole à Alain qui voudrait nous dire un petit mot. Oui, alors je voudrais juste remercier tout le monde dans son ensemble pour les messages de soutien que j'ai pu avoir, les présences vendredi, les fleurs, enfin les messages par SMS, par carte, parfois laissés sur le téléphone de mon femme aussi. Donc je voulais vraiment, et ça m'a beaucoup touché, je voulais vraiment tous vous remercier du fond du cœur et remercier Véronique aussi pour avoir fait en sorte que tout se passe bien. Parce que j'ai eu un tout petit peu plus de monde que ce que j'avais imaginé. Et donc merci à Véronique aussi. Merci à tous. C'est surtout toute notre compassion et notre soutien sur lequel tu peux compter parce que c'est facile ni pour toi ni pour Erwan. Et puis on est très triste aussi. Voilà. On va se reconcentrer sur nos sujets. On est bon là? Donc je vous propose de démarrer le conseil municipal. Donc nous avons deux pouvoirs, pouvoir de Virginie Fleuriel à Marina Renucci et pouvoir de Pascal Sereuil à Simonetta Resta. En secrétaire de séance, je vous propose Alain Masson, puisque tu t'étais proposé la dernière fois. Donc le premier point à l'ordre du jour est le compte-rendu du conseil municipal du 30 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques, il est donc approuvé à l'unanimité. Donc, comme vous l'avez vu au niveau de l'ordre du jour, le conseil municipal sera essentiellement sur le sujet du débat d'orientation budgétaire que nous devons tenir donc en amont du vote du budget prévisionnel 2023. Et on a rajouté deux points à l'ordre du jour qui sont des impératifs, on va dire, calendaires pour des demandes de subventions. Voilà. Donc on va passer au point important de ce conseil municipal, le débat d'orientation budgétaire. Et je laisse la parole à Gisèle. Excuse-moi. Ah oui, pardon, oui, tu m'as perturbé en prenant la parole et du coup ça m'a rappelé beaucoup de choses. Voilà. Oui, excuse-moi. Donc le compte-rendu est validé à l'unanimité. Gisèle, donc le rapport d'orientation budgétaire, donc c'est un rapport que nous devons, que tous les conseils municipaux doivent présenter de façon à lancer un débat sur les choix financiers et économiques réalisés par une commune. Donc il comprend d'abord un rappel du contexte économique et du budget de l'État, ensuite l'approche et les prévisions en termes de dépenses et de recettes de la commune, les projets et les ressources en matière d'investissement, et à partir de là, donc le niveau de l'imposition et éventuellement des emprunts qui pourraient être nécessaires pour l'équilibre du budget. Donc Gisèle va nous présenter tout ça. Merci Véronique. Du coup, tu as présenté mon introduction, on va pouvoir économiser un slide. Donc au niveau du sommaire, on va commencer par le contexte économique et fiscal impactant le budget. Le contexte économique et fiscal impactant le budget de la commune est particulièrement fort cette année. On est sans commune mesure impacté par ce qui s'est passé au niveau de la crise du Covid, qui est encore, les conséquences sont encore présentes, qui derrière nous avons eu également l'Ukraine. Donc ce qui est en train de se passer est sans commune mesure par rapport aux années précédentes. Si on parle des mesures du projet de loi de finances 2020-2021, donc la continuité, ce qui reste par rapport à ces mesures, c'est les décisions qui ont été prises sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc cette année va se terminer le projet de suppression de la taxe d'habitation pour 100% des ménages. Et c'est également la fin du gel du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. À Manny, on a été surcompensé, donc il y a un écrêtement de 274 000 € qui a été fait sur 2022. Le contexte économique. Donc la croissance du PIB est inférieure aux estimations qui ont été faites initialement dans le projet de loi de finances 2022.
On est à plus de 2,6% alors que les estimations étaient de 4%. Et la projection sur 2023 est de 0,8%, voire du négatif à moins 0,5%. En 2022, donc l'activité économique en France a été fortement impactée par l'inflation, par la conjoncture économique internationale et l'instabilité résultant du contexte géopolitique instable. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les tendances à venir, notamment au regard de la situation internationale, au niveau de l'inflation qui a été estimée à 4,2%, des tensions sur les approvisionnements, de la hausse des taux directeurs, de la raréfaction de l'énergie et de la possible cessation des politiques de soutien de l'économie en temps de crise. Donc, par contre, si les tensions sur le marché de l'énergie venaient à se détendre, on pourrait avoir un impact positif sur l'économie française et avoir une croissance plus soutenue que prévue en 2024. Donc aujourd'hui, une augmentation du PIB est prévue pour 1,8% et un objectif de 2% d'inflation totale est estimé à fin 2024. Le taux de chômage est loin du point d'emploi de ce qui était prévu, puisqu'on est à 7,4%. Concernant le contexte économique, donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine a des conséquences. Donc la conjonction de la crise sanitaire plus la guerre en Ukraine plus la dépendance de nos économies entraîne une augmentation du prix de l'énergie et des matières premières et une rupture des approvisionnements. On a une fragilisation du contexte économique au niveau des équilibres sociaux également. Donc il y a un risque de décrochage des salaires qui engendrerait des conflits sociaux avec la prolongation de la crise en Ukraine. On a l'inflation qui touche principalement les matières premières, le transport et l'énergie qui impactent non seulement les ménages, mais également les entreprises. Et on a un risque à court terme d'une saturation, d'une désorganisation du dispositif d'hébergement d'urgence parce qu'on a de plus en plus de demandeurs, à la fois à travers des personnes qui immigrent en France et à la fois à travers de plus en plus de personnes qui ont besoin suite à la crise. Concernant le contexte économique, il y a un certain nombre d'aides du gouvernement qui ont été mises en place. Aujourd'hui, les priorités portent sur les besoins primaires, donc alimentaires bien évidemment, et on a une diminution du pouvoir d'achat. L'État met en place un certain nombre de mesures par rapport à ces besoins primaires, mais également il ne faudrait pas oublier qu'on a une transition écologique et énergétique qui est primordiale et il faut que ça reste conjoncturel. Aujourd'hui, les aides principales qui ont été mises en place, c'est la remise carburant qui touche les particuliers et les professionnels. Il y a le fonds vert pour 2 milliards d'euros sur lequel la commune cette année compte s'appuyer dans les demandes de subventions pour nos investissements. Il y a la subvention pour les entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité ou de céréales représentent une part élevée des charges. Il y a un filet de sécurité par rapport à la croissance des prix de l'énergie de 1,5 milliard si le tarif est supérieur à 180 € par mégawatt pour les communes. Donc, la mairie est éligible à ce filet de sécurité. On a une croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Donc, il y a un soutien pour 430 millions d'euros qui a été voté et un bouclier tarifaire lié à la hausse des prix de l'énergie limité à 15% pour le gaz et l'électricité qui concerne les ménages et les petites entreprises, donc pas les communes. Dans le cadre du projet de loi de la programmation des finances publiques 2023-2027, on regarde aussi la sortie de crise. Aujourd'hui, l'État a l'objectif de réduire le déficit public avec un PIB inférieur à 3% à l'échelle de 2027. Il faut savoir que les autres pays européens sont plutôt sur une échelle inférieure à 5% à l'échelle de 2027. Donc la France est considérée comme plutôt prudente et pas assez ambitieuse sur cet objectif. Donc le but est de financer les priorités d'investissement indispensables pour assurer la transition écologique et numérique, maintenir la compétitivité des entreprises et atteindre le plein emploi et maîtriser la dépense publique. Pour 2023, le gouvernement prévoit une stabilisation du déficit public à 5% du PIB et une dette publique également quasi stable à 111,2% du PIB. Le ratio des dépenses publiques, lui, devrait poursuivre sa baisse en 2023 pour atteindre les 56,9%.
toujours concernant la sortie de crise pour l'État. Donc il y a un plafond de crédit alloué aux missions du budget général de l'État pour les collectivités locales qui est en baisse de 4,4 milliards d'euros en 2023, 4,3 milliards en 2024, puis 4,2 milliards en 2025. Donc les collectivités sont amenées également à participer à l'effort. La contribution à l'effort de réduction du déficit public, donc l'effort des régions, des départements, des communes et des intercommunalités, est supérieur à 40 millions d'euros pour la réduction du déficit public. La progression des dépenses de fonctionnement devra être inférieure à l'inflation, minorée de 0,5%. Et il y a la suppression également des pactes de confiance associés, car les sanctions prévues paraissaient inacceptables. C'est-à-dire que quand les communes qui n'atteignaient pas ce déficit, par contre c'est des communes, j'ai plus la taille des communes en tête, mais Manilongue n'est pas concernée, car c'est les grandes communes en fait qui sont concernées par cet effort de réduction, qui ont l'obligation de rentrer dans ces taux de réduction. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire également un effort de notre côté. Il y avait des sanctions en fait qui étaient liées à la non-atteinte de l'objectif. Donc ça a été supprimé parce que c'était de l'ingérence dans les communes. Donc aujourd'hui, Mani n'atteint pas cet objectif puisqu'on est à plus 7,2%, soit 3,4 points au-dessus de l'objectif. C'est à relativiser parce qu'aujourd'hui, on travaille encore sur le budget 2023 et on cherche à regarder partout où on a des augmentations par rapport à 2022 et encore réduire nos dépenses. Et également parce qu'il faut mettre en exergue le fait que nos recettes ont également augmenté du même pourcentage que nos dépenses. Donc à relativiser. La suppression de la CVAE à partir de 2024, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sera réduite de 50% en 2023. Et on a une évolution des concours financiers de l'État pour les collectivités territoriales. Donc si on regarde plus en détail l'évolution des concours financiers, on a la DGF qui est de plus 0,05%. Attention, sur Mani, l'année dernière, elle était annoncée stable. Pour autant, nous, on a vu une diminution de la DGF. Si on regarde l'évolution de la DGF sur Mani, on était à 181 kg € en 2021, à 144 kg € en 2022, soit moins 20%. Et la tendance est toujours à la baisse. Au niveau du FCTVA, on est à plus 3,1%. Pour Magny-le-Hongre, cela représente 3,1%, c'est le montant général. Pour Magny-le-Hongre, en investissement, là on est à 255 000 € en 2021, 222 000 € en 2022, donc en baisse. Au niveau du fonctionnement, on est à 15 000 € en 2021, 26 000 € en 2022, donc en légère hausse sur la partie fonctionnement. Il y a une compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de la taxe foncière des propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises des locaux industriels liés au dynamisme des bases de ces impositions pour plus 5%. On a plus 47,5 millions d'euros de compensation d'exonération fiscale locale, soit plus 0,82%. Il y a plus de soutien par rapport à la crise sanitaire. Il faut savoir que le FPIC pour Magny-le-Hongre a été pris en charge en 2022. Il est prévu qu'il soit également normalement pris en charge en 2023. Néanmoins, on ne l'a pas pris en compte aujourd'hui dans le budget. Sur les autres concours financiers, on a la DETR pour 1,46 milliard, la DESIL pour 570 millions d'euros, les dotations politiques pour la ville pour 150 millions d'euros. Si on regarde le compte administratif prévisionnel 2022, donc il restera prévisionnel jusqu'à ce qu'il soit voté. Nous avons un réalisé provisoire 2022 en dépenses de fonctionnement de 10 810 000 € à comparer au budget final de 12 652 000 €, soit un pourcentage de réalisation de 85%. On a mis en rappel le CA de 2019, qui est la dernière année avant Covid, pour avoir une base de comparaison qui était de 10 905 000 €. Donc on voit qu'au niveau de nos dépenses de fonctionnement, au niveau du compte administratif, on reste à peu près dans les valeurs où on était en 2019 avant le Covid. Si on regarde plus en détail nos dépenses de fonctionnement qui n'ont pas atteint les 100% de réalisation,
Donc sur les charges à caractère général principalement, on a l'achat des prestations de services. Il y a un certain nombre de prestations de services qui n'ont pas été achetées suite à la crise du Covid-19. Donc, par exemple, il y a des montants qui étaient prévus pour les journées du patrimoine, pour la halle du marché, pour le CCDJ, pour des séjours jeunes, pour le forum sciences. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour moi, il y a eu 51 000 euros qui n'ont pas été dépensés suite à des prestations annulées. Au niveau de l'énergie et de l'électricité, on avait voté un budget supplémentaire de 200 000 euros au regard de la hausse du coût de l'électricité. Donc on n'a pas consommé l'intégralité de ce montant supplémentaire. Donc par rapport au budget final, on est à moins 76 000 euros. On a plus de visibilité sur le prix de l'énergie? Non. C'est très fluctuant. Si on regarde ce mois-ci, c'est plutôt à la baisse si on regarde le marché mondial, mais ça reste très très incertain. Alors, on a juste l'information depuis quelques semaines que l'on pourra effectivement bénéficier du filet de sécurité, sachant que le filet de sécurité, en fait, il n'aide que les communes à hauteur de 50% pour tous les mégawatts qui sont au-delà de 180 euros. Donc, sachant qu'on est déjà passé de 50 à 180 euros, donc on a déjà une multiplication par 3,5. Et ce qui est la multiplication entre 3,5, c'est-à-dire entre 180 et 320 euros du mégawatt, là on pourra être aidé à hauteur de 50%. Mais il y aura déjà au moins un quadruplement du prix de l'énergie de toute façon. Donc la meilleure solution, c'est effectivement de faire très attention à nos dépenses aujourd'hui. Par contre, on a eu quelques informations sur l'évolution du prix du gaz sur début 2024. Et là, on serait un petit peu plus bas que sur le premier trimestre 2023. Donc on peut peut-être espérer qu'avec le temps, on retourne à des prix qui se rapprochent de ceux qu'on a pu connaître il y a 1 ou 2 ans. Mais on reste sur un prix de l'énergie qui globalement reste très très élevé. Et puis je pense qu'il suffit d'écouter l'actualité pour savoir qu'il n'y a pas que l'énergie qui va rester à des niveaux plafonds. 2024 à comparer 2023 ou 2023 à comparer 2022? 2023 à 2022. Le début 2024 serait peut-être un peu moins cher que le début 2023. D'accord, donc on fait déjà sur la prospective 2024. Oui, enfin, c'est juste pour donner une petite tendance, mais pour D'accord. l'instant, ça va. Ok. Donc on a des moins de dépenses sur les fournitures de petits équipements. On a moins de dépenses également sur les autres matières et fournitures hors enveloppe de réserve. Sur les contrats de prestation de services, sur les locations mobilières, sur les voiries qui incluent l'entretien des espaces verts également, pour moins 20 000 euros. Au niveau de la maintenance, on est à moins 20 000 euros. On a des versements à des organismes de formation pour moins 21 000 euros. Les transports collectifs pour moins 12 000 euros, notamment liés au fait que les piscines ont été annulées. Et sur les autres impôts, taxes et versements assimilés, on est à moins 14 000 euros. Concernant les charges de personnel, donc sur la rémunération principale, qui est le plus gros poste, puisqu'on était sur un budget final de 2 512 000 euros, on a atteint un taux de réalisation de 96%, et en autre indemnité, on a 91%. Cela s'explique essentiellement par certains postes qui ont été non recrutés, comme un rédacteur financier, 2 policiers municipaux. On n'a pas eu de congés bonifiés, les journées de carence, sur un demi-poste qui était prévu pour les affaires générales. On a aussi eu des départs d'agents qui n'ont pas été remplacés. Il y a eu une mutation, il y a eu des remplacements d'agents, des fonctionnaires qui ont été remplacés par des postes de contractuels, donc qui permettent de baisser les cotisations aux organismes sociaux et charges sociales diverses, et une utilisation partielle aussi de la médecine du travail par un manque de médecins. Concernant les autres dépenses de fonctionnement n'ayant pas atteint les 100% de réalisation, donc principalement c'est les droits d'utilisation, l'informatique, ça me dérange de dire informatique en nuage, je suis désolée, je vais dire le cloud, et les formations aux élus. Concernant les recettes de fonctionnement, donc on avait un budget final 2022 de 12 652 000 euros et on a réalisé provisoire 2022 de 13 269 000 euros, soit 105%, donc plus de recettes que ce que nous avions prévu.
En comparaison, sur 2019, nous avions un résultat de 12 260 000 euros en prenant en compte le CA plus le résultat reporté. Donc, concernant nos recettes qui dépassent les 100% de réalisation, principalement, nous avons, alors, c'est pas forcément un point très positif, le remboursement sur les rémunérations du personnel et la sécurité sociale pour les agents qui ont été en maladie ou en congé maternité. On a l'EMS. On a la redevance et droits sur tout ce qui est périscolaire et enseignement, et notamment la participation des familles pour tout ce qui est restauration et centres de loisirs. On a les autres prestations de services. Alors le pourcentage paraît énorme, mais c'est parce que comme on avait prévu quasiment zéro, dès qu'on met un montant, ça représente des points importants. Sur le FCTVA également, on a eu une bonne surprise. Sur la dotation du département, sur les autres attributions et participations, et particulièrement sur une prestation de la CAF pour 91 000 euros. Et on a eu des produits exceptionnels divers, comme des remboursements d'assurance, notamment sur le camion Ben et sur des sinistres de tempête. Concernant nos investissements, donc je vais rentrer directement dans le détail. Les principaux investissements qui ont été réalisés, j'ai la synthèse juste après, donc je viendrai sur la synthèse après. Les investissements, les principales dépenses, donc on a eu les bâtiments informatiques avec de la signalisation pour 8,1 kg. On a eu les peintures de l'atelier de la paix, la mise en place d'un désembouage, l'acquisition d'ordinateurs, une armoire froide, la réfection des peintures de l'hôtel de ville, des investissements en LED au niveau de Simone Veil de l'ancienne mairie de l'école Tabarly, des bornes d'accès Wi-Fi, la police municipale avec l'assistance en maîtrise d'œuvre, la création de 3 trop-pleins au niveau du gymnase. Il y a eu des réfections de peinture des travaux dans les établissements scolaires et l'étude de programmation de la ferme du Pré pour 6 kg euros. On a eu également 41 kg euros en voirie. On a eu 108 kg euros en éclairage public, toujours dans l'esprit d'aller réduire nos dépenses de fonctionnement. Donc on met la priorité sur ces investissements. 56 kg euros sur les espaces verts, 7 kg euros sur l'urbanisme. En imprévu, on a eu 110 000 euros. Donc 110 000 euros qui ont été répartis pour les plus gros postes sur de la voirie, sur le remplacement d'un camion Ben, sur l'éclairage public, sur des études d'aménagement de la mairie de la Haute du Marché et le kiosque du Pré, et sur divers équipements comme un visiophone à la crèche, des bornes automatiques, des extincteurs, de la fibre à la salle Boudaillé. Donc tout ça, c'était des équipements qui étaient vraiment indispensables. Dans les autres dépenses, on a également fait le choix de mettre en place la M57. Donc ça, c'est la nouvelle nomenclature au niveau des finances qu'on avait l'obligation de mettre en œuvre au plus tard au 1er janvier 2024. On a fait le choix de la mettre en œuvre au 1er janvier 2023, comme plus de 50% des communes. Il y a eu le parapheur électronique, des copieurs, des téléphones portables, un parcours touristique, des investissements pour la crèche, du périscolaire en matériel immobilier, du scolaire sur ce qui est dématérialisation des dossiers et de l'équipement, et du développement durable pour 22 000 euros pour lesquels on a eu des subventions. Donc si on regarde, je préférais ce slide sur la synthèse, je trouvais mieux, c'est pour ça que je suis passée rapidement sur le premier. Donc quand on regarde l'analyse en recettes de fonctionnement, on est dans le CA 2022 provisoire à 11 076 000 euros, en dépenses à 10 816 000 euros, soit un excédent de 266 000 euros, ce qui nous fait, avec l'excédent reporté qui était de 2 193 000 euros, un nouvel excédent 2022 prévisionnel de 2 459 000 euros. Donc on augmente notre excédent. Sur la partie investissement, on a en recette 1 834 000 euros. On a en dépenses 1 668 000 euros, soit un excédent sur l'année de 166 000 euros, mais qui ne prend pas en compte le reste à réaliser.
on avait un excédent reporté de 2 389 000 euros, soit un excédent sans prendre en compte le reste à réaliser de 2 555 000 euros. Si on prend en compte le reste à réaliser 2022, on a en recette 37 kg euros et on a en dépenses 484 kg euros, soit un excédent 2022 total avec le reste à réaliser de 2 108 000 euros, donc qui serait inférieur à l'année précédente. L'enveloppe de réserve de 1 261 000 euros n'a pas été utilisée. Donc si on regarde l'évolution du résultat de 2018 à 2022. En 2018, on était à 879 000 euros et avec une évolution constante, on atterrit en 2022 à 2 459 000 euros. Sur la partie investissement, sans prendre en compte le reste à réaliser, nous avons en 2018 837 000 euros et nous atterrissons en 2022 à 2 555 000 euros. Concernant le projet de budget primitif 2023, ne vous étonnez pas si en plénière la semaine prochaine on vous présente des chiffres un peu différents parce qu'on est encore en train de travailler dessus et sur l'optimisation des chiffres. On challenge tous les services qui nous ont donné des augmentations par rapport à l'année précédente. Concernant l'état de la dette, aujourd'hui l'encours de la dette est de 3 581 000 euros, soit 388 euros par habitant. Là, on a une moyenne nationale de 821 euros par habitant. Donc ça s'explique aussi par l'historique de notre commune où beaucoup d'investissements ont été portés par VEA. On a un taux d'endettement qui est en lien avec cela, puisqu'on est à 32% au jour d'aujourd'hui pour le projet de BP 2023, là où la moyenne de la strate est de 73%. Le montant de l'annuité de 2023 est de 422 000 euros. Il était de 426 000 euros en 2022, ce qui est normal puisque chaque année on rembourse un petit peu plus de capital et moins d'intérêt, donc 380 000 euros de capital. Il y a 4 dossiers d'emprunt en cours pour un acquittement total en 2034, la dernière échéance, et le premier dossier qui arrive à terme en 2025 et le deuxième en 2027. Donc vous avez le détail des 4 emprunts qui ont été contractés. Donc le premier en 2010 qui vient à échéance en 2025 et les 2 derniers ont été pris en 2019 alors que les taux étaient relativement bas en prévision justement des investissements que nous avions à faire et qui viendront à échéance en 2034. Concernant la fiscalité sur Manilongue, donc on a grisé la partie taxe d'habitation puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Concernant la taxe foncière, on a un taux de 37,09%, donc on n'est pas la commune la plus élevée par rapport à VEA. On vous a mis à titre de comparaison les autres communes, donc Saint-Germain et Céris aujourd'hui sont à plus de 41%. Bailly-Romainvilliers est très proche de nous avec 36,4%. Et il n'est pas prévu d'augmentation de la taxe foncière sur l'année 2023. Concernant notre projet de BP 2023, sur la section de fonctionnement, si on prend l'ensemble des demandes des services, nous sommes à 13 561 000 euros que nous comparons au budget final 2022 de 12 652 000 euros. Il est compliqué de comparer un BP avec un CA puisqu'il y a un pourcentage de réalisation qui est pris en compte. Néanmoins, dans les challenges que nous donnons au service, nous prenons en compte les taux de réalisation en disant si vous avez mis ce montant-là, est-ce que vous êtes bien parti du réalisé 2022 et pas du budget 2022 puisque vous n'avez pas été capable de le faire. Et si vous êtes parti du budget 2022, pourquoi est-ce que vous êtes parti de ça? Enfin, on re-challenge chaque ligne. Sur les recettes de fonctionnement. Donc on est en recette à l'équilibre à 13 561 000 euros avec un budget final 2022 de 12 652 000 euros. Donc quand on regarde plus en détail nos dépenses
et particulièrement les hausses que nous avons sur les charges à caractère général. Donc si on prend le total des charges à caractère général, on a plus 833 000 euros. Donc il y a un certain montant qui se justifie. Aujourd'hui, on a une inflation qui n'est pas négligeable. On voit bien les prix de l'électricité, on voit bien le prix de l'énergie augmente et un certain nombre de prestations également. On a des clauses dans les marchés qui font que on n'a pas le choix, on est obligé de les prendre en compte. Donc on a plus 84 000 euros sur l'électricité, on a plus 260 000 euros sur le chauffage, on a plus 8 000 euros sur les combustibles, plus 3 000 euros sur les carburants, plus 34 000 euros sur l'entretien des terrains, l'élagage, les différents terrains à entretenir, plus 22 000 euros pour la maintenance des bâtiments, plus 19 000 euros sur le nettoyage des locaux par rapport à l'augmentation des prix, et plus 63 000 euros sur l'administration générale. Il faut savoir pourquoi plus 63 000 euros par rapport en administration générale, c'est qu'aussi en 2022, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de prestations que nous avions prévues au budget qui n'ont pas eu lieu, notamment liées au Covid, mais là nous espérons bien pouvoir les mettre en œuvre sur 2023. Donc nous les avons reconsidérées dans le cadre du budget 2023. Donc sur la culture, on est à plus 20 000 euros parce que pareil, nous avions un certain nombre de non-réalisations sur 2022, comme les journées du patrimoine, un certain nombre de concerts, de terrasses musicales qui n'ont pas eu lieu. On a plus 22 000 euros en développement économique puisque tout ce qui avait été prévu n'a pas eu lieu en 2022. Et les principaux événements qui ont été prévus sur 2023, c'est les 10 ans du marché et le marché de printemps. On a plus 133 000 euros sur le périscolaire. Le plus gros budget, c'est une augmentation que nous prévoyons sur le coût de la restauration, à savoir dans les estimations que nous avons faites, et nous n'avons pas pris l'estimation la plus pessimiste. Nous avons considéré un prix de repas de 3,5 euros par enfant, là où il est aujourd'hui à 2,6 euros. Et nous n'avons pas pris... L'augmentation nous paraissait telle que nous n'avons vraiment pas pris la version la plus pessimiste qu'on aurait peut-être dû prendre. On est à plus 5 kg euros de restauration là sur la partie centre de loisirs, puisqu'on sépare la partie scolaire et la partie centre de loisirs. On remet en place les séjours ski, donc plus 24 kg euros. On met en place aussi le BAFA pour une participation pour le BAFA pour les jeunes de Manille. 3 kg euros pour une fête de l'enfance, 3 kg euros pour des prix en augmentation sur les prestations et les bus pour les séjours des centres de loisirs, et 7 kg euros sur les activités sur les temps de centre. L'année dernière, la plupart des activités externes n'ont pas eu lieu. Il y a plus de 138 kg euros, de 75 kg euros de restauration. Tu es parti sur la base de 2,60 ou 350 dans ton calcul des... Je suis partie sur la différence avec, j'ai pris en compte la réduction du nombre d'enfants, oui. Et j'ai pris en compte l'augmentation de 3,50 à partir du mois de septembre. D'accord. Donc malgré ça, il y aura quand même 115 kg de plus. Oui, et c'est pas sur toute l'année. D'accord. Juillet sur les centres de loisirs, et les 75 kg euros, c'est uniquement pour l'école. Donc l'école, c'est à partir de septembre. Mais on l'a pris en compte sur juillet pour les centres de loisirs et pour les écoles à partir de septembre. Donc ça veut dire qu'en 2024, ça sera significatif. Oui. Mais sur les 3,5, ça serait bien écrit. On va voir. C'est le prix, C'est le prix du repas. Non, mais 2,60. Non, 2,60, c'est ce que la commune paye Paye aux aujourd'hui. prestataires pour le repas de l'enfant. Voilà. Donc, on va refaire le marché et on va avoir un nouveau prix. Enfin, voilà, tu as des prestataires qui vont répondre et qui vont nous proposer, faire des différentes propositions. Et on en choisira un. Et on aura donc notre futur prix du repas. Donc là, c'est un prix, le 3,5, c'est un prévisionnel, le 2,6, c'est en moyenne ce qu'on paye aujourd'hui. donc je vous connais par rapport à ce qu'on paye dans certaines catégories, donc je ne pas tout à fait ça. Alors, non, alors, je vais alors là. Alors, c'est juste le prix du repas. Si on compte le prix de la pause méridienne, il coûte à la commune environ 8 euros. Donc, avec l'encadrement, avec le personnel de restauration, chauffer les repas, tout l'encadrement de l'animation, etc. Donc
le ménage, etc. Enfin, si on prend les fluides, le restaurant, etc. Si on met tout ça bout à bout, on a calculé un coût de revient à peu près 8 € par enfant. Donc là-dessus, aujourd'hui... C'est choquant que les 2 tiers du prix ne soient pas l'alimentation. On rejoint un peu la même chose qui se passe en EHPAD. Alors, le repas est bon, hein, très franchement. Hein. Le repas est bon, mais les enfants ont beaucoup de besoins d'encadrement. Le taux d'encadrement des enfants, il est important. Hein. Donc, en fait, aujourd'hui, les familles qui payent sur le quotient familial le plus élevé, donc le Q6, payent 4,60 € du repas. Donc, payent légèrement plus de la moitié de ce que ça coûte à la commune. Et ensuite, comme vous le savez, ceux qui sont sur le quotient le plus faible, donc les familles en Q1, eux, ils payent 1 € du repas, puisqu'on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a adhéré à cette proposition de l'État, voilà, une convention étatique. Mais donc 2,60 €, c'est stricto sensu le prix du repas qui arrive. Ensuite, il faut le chauffer, voilà, le mettre à disposition, le servir, etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis parfois, le finir de le préparer aussi, parce qu'on est en liaison froide. Donc par exemple, quand on a une salade en entrée, on peut avoir des tomates qu'il faut couper, et on reçoit du pain qu'il faut couper. Donc en fait, tous les agents de restauration, et on doit avoir 11-12 agents de restauration, voilà, donc qui sont dès le matin à 7h sur place pour recueillir les aliments, mettre les plats témoins, préparer, etc. Et ensuite pouvoir servir aux enfants. Donc tu prends 12 agents multipliés par le nombre de jours. Et puis après, effectivement, ce sont les animateurs, sachant qu'on est entre à peu près 1 pour 15 en maternelle, un animateur pour 15 enfants, et un en maternelle et 1 pour 25 en élémentaire. Et ensuite, il y a le matériel de cantine, quand on achète un lave-vaisselle, si je ne me trompe pas, qui coûte dans les 20 000 € à chaque fois. La chambre froide aussi, qui coûte une fortune. Je ne suis pas sûre qu'on les prenne en compte dans le calcul des 8 €. Hein, ah si, on prend en compte en fait le matériel, on a fait les fluides, on le détaille d'année en année en fait, et on est assez précis. Le ménage, ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, dans la dénomination prix du repas, le repas, c'est ce que tu dis, c'est le tout compris. C'est le prix de l'aliment. C'est le coût de revient. C'est le prix. Alors, c'est pas une matière brute. Hein, on ne cuisine pas les repas. Hein. C'est bien le prix du repas. Après, il y a le prix de la pause méridienne. Et ça, c'est autre chose. Voilà. Et le repas, oui, ça inclut le réchauffage, etc. Mais là, c'est le prix du repas tel qu'on le paye au prestataire. En fait, les parents, il ne faut pas qu'ils comparent par rapport au prix de l'aliment qu'ils vont acheter chez Casino. Il faut qu'ils comparent au prix éventuellement de la personne qui irait chercher leur enfant, qui leur préparerait un repas, cuisinerait le repas, etc. Il faut prendre la prestation dans son intégralité. C'est le prix de revient. Après, ce sont des choix politiques. Comme tu dis, on pourrait par exemple préparer, c'est le gars qui va faire son marché, qui prépare la cuisine, etc. Alors là, les coûts sont multipliés. C'est un petit peu là la crèche quelque part. Là, il y a des repas, il y a des cuisines, et c'est les choix qu'on a fait. Je continue. Donc plus 17 000 € sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans la gestion de l'accueil de la petite enfance. Plus 5 000 € sur des transferts de fournitures administratives à l'administration générale, publication des marchés et à l'aide juridique suite à la révision des prix. Concernant sur la suite des dépenses sur les charges à caractère général, on a également 50 000 € qui sont liés aux ressources humaines, mais qui ne sont pas les charges de personnel, qui sont vraiment, par exemple, la fête du personnel, les formations, etc. Donc d'ailleurs, on a 8 K € sur la fête du personnel, 22 K € sur la formation du personnel, 14 K € sur le fonds pour l'insertion des personnes handicapées. En scolaire, on a plus 18 K € avec des actions culturelles notamment, des actions, des interventions sur le harcèlement et les jeux dangereux. Donc c'est des prestations pour certaines qui étaient prévues en 2022 qui ont été reportées. Il y a également les TNI, certains qui arrivent en fin de garantie, donc il faut rentrer dans les contrats de maintenance. On a la maintenance des instruments de musique et 9 K € sur des régulations de novembre-décembre 2022 et des augmentations du tarif de bus. On a également 8 kg €
pour le budget des ados. Néanmoins, on a des budgets qui ont été réduits sur les sur des activités au regard des plus petits par rapport à leur diminution et qui sont transférés vers les ados puisqu'on a des enfants qui vieillissent sur Manille et qui sont plus dans la population ado. Toujours sur nos charges à caractère général, on a plus 11 kg euros sur la police municipale avec des remplacements de matériel. Non, pardon, plus que 11 kg euros pour la police municipale, plus 14% sur du remplacement de matériel comme des batteries sur les défibrillateurs, par exemple, sur le rajout d'un puits balistique à la PM par rapport à l'introduction des pistolets semi-automatiques, donc des équipements qui sont obligatoires. Et également du matériel pour équiper nos 2 nouveaux agents de PM qui arrivent. On a plus 7 kg euros en urbanisme, soit plus 23%. Suite à des prestations, en fait c'est des prestations qu'on aurait dû faire l'année dernière qui n'ont pas eu lieu, qu'on va faire cette année. Et on a plus 4 kg euros en communication, notamment lié à l'arrivée des nouveaux logements. Typiquement quand on publie le mag de Manille, s'il y a des nouveaux logements, il y en a plus à publier par exemple. Concernant les charges de personnel, on a sur le budget 2023 plus 189 000 euros par rapport à notre CA prévisionnel en 2022. On a notamment prévu en recrutement l'adjoint au responsable de la PM et un adjoint au responsable finance. On a une enveloppe prévue pour les avancements de grade. On a une cotisation CNFPT, une augmentation pour les non-titulaires, une augmentation pour les titulaires. On a l'avancement d'échelon pour toute catégorie qui est prévu. On a un montant pour le CIA. Donc le CIA, c'est un dispositif qu'on va mettre en place pour la motivation. En fait, c'est un système de prime pour la motivation du personnel pour 60 kg euros. Et à ce jour, on n'a pas pris en compte d'évolution du point d'indice. Concernant les autres charges, on a 52 kg euros qui sont liés à l'augmentation des cotisations du SDIS, les missions locales, le transfert d'imputation des licences hébergement de logiciels et droits d'auteur, l'indemnisation du surcoût des matières premières, des subventions au CCAS. En fait, on a de plus en plus de gens qui sont en besoin. Donc, on a été obligé de revoir le budget du CCAS pour leur venir en aide. On a le FPIC qui était à 0 l'année dernière, qui aujourd'hui est considéré à hauteur de 150 kg euros dans le budget. En recettes, dans les produits et services, on a plus 55 kg euros de recettes des services, même si on a une baisse d'effectifs au regard de l'inflation. On prévoit aujourd'hui d'augmenter les tarifs en restauration, donc la commission doit s'exprimer sur cette augmentation si ce n'est pas déjà fait, Marina. On attend le marché de restauration et le Pour résultat du marché de façon à déterminer les tarifs. Et je pense qu'il faudra se poser la question sur l'intégralité en fait des prestations. C'est bien ce qui est prévu. Quand je dis l'intégralité des prestations, c'est pas que sur le scolaire. En fait, c'est je pense qu'il va falloir que l'ensemble des commissions se posent la question. C'est les cimetières, c'est tout. Enfin, c'est toutes les prestations. On regarde l'inflation. Il va falloir peut-être à chaque fois qu'on a des prestations se poser la question est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on n'augmente pas, de façon plus générale. Le SDIS, Gisèle, Oui. c'est le nombre d'habitants qui a cru ou c'est la cotisation unitaire qui a beaucoup augmenté? Je sais qu'il y a il y a le nombre d'habitants. Le montant unitaire, je crois qu'il a augmenté aussi un petit peu. Je crois que c'est les deux. Mais c'est pas que l'augmentation du SDIS. Oui, j'ai vu. Sur les impôts et taxes, on a plus de 140 000 euros avec une évolution des bases de la taxe foncière de 7%. Donc c'est ce qui nous a été indiqué par le projet de loi de finances. Donc même si nous, au niveau des communes, on décide de ne pas augmenter, les gens vont voir une augmentation de leur taxe foncière et il va falloir qu'on soit très clair sur cette communication pour
pour que les gens comprennent en fait que c'est pas une augmentation de la commune. On a la taxe d'habitation qui, elle, est gelée, donc au niveau de nos revenus, c'est forcément constant. Et au niveau de la DMTO, on a plus 5% par rapport au BP 2022, puisqu'on a eu, de mémoire, on avait 650 000 euros au BP 2022, on a eu de 740 000 euros en CA. Donc on a prévu une augmentation de 5%. On est resté prudent, on n'a pas pris l'intégralité de cette augmentation, mais, parce qu'on part du principe que avec les taux directeurs, les contraintes sur les emprunts, etc., alors à la fois il y aura moins de mouvements et à la fois les agents immobiliers constatent déjà une baisse des prix de marché d'environ 5%. Juste sur l'évolution de la base de la taxe foncière, c'est la valeur. C'est la base locative. Ouais, sur le... Oui. 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 Oui, mais qui n'est pas décidé. C'est-à-dire qu'il y a certaines communes, par exemple sur le secteur de VEA, il y a notamment 2 communes qui ont décidé d'augmenter leur taux d'imposition de la commune. Donc il y aura et l'évolution des bases, plus le taux d'évolution qu'ont décidé ces communes. Ah oui, c'est vrai. Et l'évolution des bases, c'est quelque chose qui est fixé par le gouvernement. Non, c'est national. Non. Non, justement, ils font un plus 7% parce que par exemple, là, ils considèrent qu'il y a un rattrapage parce que l'année dernière, il n'y a pas eu d'évolution des bases. C'est comme ça qu'ils justifient notamment le 7%. Sur l'évolution des bases, il y a eu 0 l'année dernière. Et c'est pour ça qu'ils justifient en fait le 7%, ils justifient un rattrapage. Pourquoi que c'est notre taux de 7%? Bien sûr. Oui, oui. Je savais que ça serait intéressant. Mais ça va avec la proposition que tu vas nous faire pour pouvoir équilibrer le budget en baissant de 7%. Absolument. En fait, c'est une petite participation à l'ensemble des évolutions à la hausse que l'on doit subir, que ce soit l'évolution du prix d'indice, l'évolution du prix des fluides. On parlait de la restauration tout à l'heure et puis tout le matériel qu'on achète, parce qu'aujourd'hui, un déplacement en bus qu'on pouvait peut-être payer 450 ou 500 euros, demain, on va le payer 520 ou 570 euros. Et en fait, toutes les dépenses que peut avoir la commune, les réparations, les intervenants extérieurs, les prestataires, en fait, tout augmente. Je passe mon temps, je veux dire littéralement, à signer des amendements sur les différents marchés que l'on a. Parce qu'on a des marchés avec des clauses de révision de prix, et en fait, les révisions de prix sont activées par les fournisseurs, et donc, du coup, il faut faire des amendements sur les différents... au niveau des différents marchés, au niveau du marché du ménage, si je ne me trompe pas de mémoire, je crois que c'est quasiment 10% en plus. Voilà, parce que le prix de la main-d'œuvre augmente et c'est répercuté. C'est également le prix du magazine municipal parce que le prix du papier augmente. Enfin, voilà, c'est un cumul de tout un tas d'augmentations que l'on a sur quasiment toutes nos dépenses. Et pas seulement les fluides. Donc l'augmentation, on va dire, de la base des taxes foncières compense un petit peu, mais ne compensera pas la totalité. On va y revenir tout à l'heure. Donc, pour finir ce slide, dans les recettes, on a là une reprise de provision de 8 000 euros pour les impayés pour financer les admissions en valeur de 2023. Si on regarde la répartition des dépenses réelles de fonctionnement par fonction, alors vous pouvez être étonné de l'évolution des montants par rapport à l'année précédente. C'est parce qu'avec le passage à la M57, on n'a pas la même ventilation. Par exemple, si je prends l'école, les centres et restauration, historiquement, sur les dépenses, on avait essentiellement les dépenses de restauration. Aujourd'hui, toutes les dépenses, par exemple, de travaux qui sont liées aux écoles ne sont plus dans les services communs et techniques, mais ils sont maintenant mis dans le poste école, centre et restauration. C'est pour ça qu'on voit ce poste augmenter de façon significative puisqu'il est passé de 2 681 000 euros à 3 551 000 euros. Mais par contre, on voit bien en contrepartie les services communs et techniques qui, eux, étaient à 2 094 000 euros, qui descendent à 979 000 euros. Donc la comparaison par rapport à l'année précédente, elle n'a pas un grand intérêt puisqu'on est en train de comparer des choux et des carottes.
Non, puis il y a eu un changement de périmètre. La ventilation n'est pas la même. La ventilation des coûts n'est pas la même. Donc, je ne vais pas faire la comparaison par rapport aux autres années parce que ça n'a pas de sens. On va regarder néanmoins la ventilation à l'intérieur de l'année 2022. Donc, les écoles et centres de restauration représentent 26,18% de nos dépenses. On a ensuite la petite enfance pour 8,81%. On a les services communs et techniques pour 7,22%. On a l'éclairage public, la voirie, les espaces verts, l'aménagement urbain pour 5,39%, la police municipale pour 3,73% et tout ce qui est communication, fêtes et cérémonies, culture, sport pour 9,78%. Le reste, c'est tout ce qui est non ventilable avec l'administration de la communauté pour 38,88%. Concernant la ventilation des recettes réelles de fonctionnement. Donc on a la même problématique sur la comparaison avec l'année précédente. Concernant nos recettes, on voit que la majorité de nos recettes, pour plus de 50%, donc 51,64%, vient de la taxe foncière et de la compensation de la taxe d'habitation. Ensuite, on a la dotation de VEA pour 2 269 000 € qui est primordiale dans notre budget puisqu'elle représente plus de 20% de notre budget. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas la perdre. Et c'est aussi dans les choix qu'on a fait l'année dernière, de faire attention de ne pas augmenter notre résultat. À la fois parce qu'on avait des travaux urgents à engager, hein, c'est pas pour faire des travaux de cosmétiques que nous avons fait, mais il y avait à la fois l'urgence à gérer et à la fois ce résultat à gérer vis-à-vis de VEA pour ne pas perdre cette dotation. Donc on a tout ce qui est produits exceptionnels, notamment l'assurance de remboursement pour les salaires de personnel pour 2,5%. On a les ventes de prestations de services aussi qui représentent quand même un budget non négligeable de plus de 10%. On a les autres participations pour 4,29%. On a la CAF pour 3,27%. On a la DGF qui devient presque ridicule avec 0,16%. On a les autres taxes pour 7,26%. Et voilà pour nos recettes de fonctionnement. Je vous propose de passer à l'investissement. Donc, concernant l'investissement pour 2023, donc on a un total de dépenses prévues de 1 668 000 €. Pardon, ça c'était le prévisionnel du CA 2022. Au projet BP 2023, on a 3 205 000 €. La grosse variation, la grosse dépense que nous avons prévue, c'est les travaux de la ferme du Pré pour plus de 2 92 000 €. Et nous avons un budget de 700 000 € que nous avons voté en commission d'investissement plénière, réparti à hauteur de 457 000 € pour la majorité des dépenses et 243 000 € pour les études et travaux de vidéoprotection. Quand nous avons fait cette commission, nous avons gardé en tête la priorisation des investissements qui peuvent nous permettre de réduire nos dépenses de fonctionnement. Concernant nos recettes d'investissement, on est à 3 205 000 € avec un résultat d'investissement reporté de 2 108 000 €. Ce qu'il faut retenir de cette section investissement, donc c'est une reprise anticipée du résultat 2022 de 2 555 000 € avec un reste à réaliser 2022 de 484 000 € en dépenses et 37 000 € en recettes. Un total de recettes d'investissement estimé à 3 205 000 €. On ne peut pas inscrire nos subventions d'investissement avant d'en avoir reçu la notification. On a un remboursement d'emprunt, on a vu que l'annuité était 380 000 €. On voit que c'est supérieur à l'excédent qu'on a pu dégager en 2022 en fonctionnement. Donc si on devait financer cet emprunt par un transfert de la section fonctionnement à la section investissement, on ne serait pas capable de supporter cet emprunt. Au jour d'aujourd'hui, c'est notre excédent qui nous permet de financer notre emprunt. On a prévu dans notre budget un emprunt de 72 000 € pour équilibrer notre budget. C'est une écriture comptable puisqu'on ne peut pas inscrire nos subventions. On n'a pas d'enveloppe de réserve. On a une enveloppe annuelle d'investissement validée en plénière de 700 000 €, ce que je disais tout à l'heure avec la répartition sur la vidéoprotection et le reste des investissements.
et un projet d'investissement majeur qui est la ferme du Pré. On a également un projet, mais qui ne figure pas au BP 2023, qui sera à discuter et à voter au conseil municipal, qui est éventuellement l'achat de la rue des anciennes mairies, qui est une dépense estimée à hauteur de 400 à 500 000 euros. Concernant les ratios financiers, donc nous avons conservé les principaux ratios, parce qu'il y en a beaucoup. Concernant les dépenses réelles en fonctionnement, sur le CA 2022, on était à 1065 euros par habitant. En 2022, on est à 1369 en 2023, là où la moyenne nationale de la strate est de 918. On a un produit des impositions directes qui est de 576 euros en 2022, qui passe à 615 euros en 2023, il est de 526 euros sur la moyenne de la strate. On a des recettes réelles de fonctionnement qui sont à comparer sur 2022, 1196 euros, 1201 euros sur 2023, avec une moyenne de la strate à 1124 euros. Les dépenses d'équipement brut qui sont de 71 euros en 2022, 302 euros en 2023 et 288 euros sur la moyenne nationale de la strate. Ce qui explique la grosse différence entre 2022 et 2023, c'est forcément la ferme du Pré. Donc, concernant ta remarque, Bernard, sur le SDIS de tout à l'heure, la population aurait plus stagnante, là, plutôt baissé. Oui, mais c'est la cotisation qui a dû. Oui, c'est bien sûr. Non, mais il y a le nombre de personnes prises en compte sur le SDIS a augmenté aussi. Si on s'en tient à la Pourquoi tu dis que... On passe de 9257 à 9230. Oui, il y a une petite décroissance de la population. Oui, tout à fait. Ouais, mais il y a, en fait, je pense que tu sais, il y a toujours, ils prennent pas forcément, là on est sur 2022-2023, les chiffres du SDIS, ça doit être un peu comme l'INSEE, je pense qu'ils prennent sur une année précédente. Je vais vérifier, mais de mémoire, on a une augmentation de la population, parce que ça on avait vu ensemble. Non, mais il y a les deux, parce C'est que... pas significatif. Je veux dire, c'est vraiment anecdotique. Donc, je pense pas que ça peut être. Non, mais si par exemple on prend la variation entre 2021 et 2022 et pas 2022-2023 parce qu'ils ont une année d'arriéré, on a 200 et quelques personnes. Mais si on regarde, alors même si c'est 200 et quelques par rapport à 2000, c'est pas la chose. Je veux dire, ça reste quand même anecdotique. Ça reste pas 4000 à 9000. Non, non. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, c'est quand même un pourcentage dérisoire. Mais c'est pareil, hein. De toute façon, le SDIS, ils font fonctionner les camions, donc il y a le gasoil, il y a... Absolument. Si je me réfère à Google, le montant global des contributions des communes et des EPCI pour 2022 au niveau du SDIS 77 est calculé sur un taux par habitant de 13,97 euros. Donc à multiplier par 10 000 habitants. Ça fait beaucoup ça quand même. C'est 14 euros. De toute façon, je vous donnerai le détail de la cotisation SDIS avec le montant spécifique SDIS, comme ça je reviendrai vers vous. 13. Non, mais je te donnerai le montant et le calcul. Je sais plus où j'en étais. Oui, en cours de la dette. Donc, on passe de 387 euros à 388 euros par habitant, avec une moyenne de la strate à 821 euros. Ensuite, on a la DGF qui passe de 13 euros à 14 euros par habitant, avec là où la moyenne de la strate est à 154 euros. On a des charges de personnel qui passent de 59% en 2022 à 48% en 2023, là où la moyenne de la strate est de 58%. On a une marge d'autofinancement qui passe de 93% à 117%, là où la moyenne de la strate est à 89%. On a le taux d'équipement qui passe de 6% à 25%, là où la moyenne de la strate est à 26%. Et le taux d'endettement qui est stable à 32%, là où la moyenne de la strate est à 73%. Ce qui est plus spectaculaire, c'est le ratio personnel.
passer aux prospectives. Donc regardez l'avenir jusqu'à l'échéance de 2026. Nous avons pris des hypothèses une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste. Donc pour un certain nombre de critères, nous avons fait une différenciation et pour d'autres, nous avons pris des hypothèses communes. Donc en fonctionnement, les hypothèses sur lesquelles nous avons fait une différenciation, notamment au chapitre 11, donc les charges à caractère général. On a considéré sur l'hypothèse pessimiste un taux de réalisation de 96%. Donc on a vu que cette année, on était en 2022 à 85%. L'année dernière, de mémoire, on était autour de 90%. Donc ça reste très pessimiste au regard de l'historique. On a considéré 90% de réalisation en CA 2023 et 100% pour l'énergie dans l'hypothèse optimiste. Alors pourquoi on n'a pas pris 85%, c'est que on est en train de travailler avec les services pour se rapprocher pour avoir un meilleur taux de réalisation et éventuellement prendre un peu moins de marge de sécurité dans les budgets et avoir un taux de réalisation qui se rapproche un peu plus des 100%. Sur l'inflation, nous avons considéré un taux de 3,8% sur 2023 et 2,5% ensuite par an dans l'hypothèse pessimiste, alors que dans l'hypothèse optimiste, nous avons considéré 2,8% d'inflation en 2023, puis 1,5% par an. Nous avons considéré la guerre en Ukraine avec la hausse des prix. Dans les hypothèses communes, nous avons 100% de réalisation des fluides. Excusez-moi. Dans les hypothèses communes, on a 100% de réalisation des fluides. On a le recrutement, on a les mêmes recrutements. On a plus 3% pour l'augmentation du SMIC, les mêmes hypothèses en termes de points d'indice de mise en place du CIA. Donc le CIA, je rappelle, c'est le principe de prime qu'on va mettre en place. On a considéré 2 berceaux Kids Up jusqu'en septembre 2023, puis 0 à partir de cette date. Concernant nos recettes, donc sur l'hypothèse pessimiste, nous avons considéré plus 7% par an en 2023 de la base de la taxe foncière et ensuite 1% à partir de 2024. Et nous avons pris en compte une DMTO, donc c'est les droits de mutation lorsqu'il y a des ventes immobilières de 680 000 € par an. Dans l'hypothèse optimiste, nous avons considéré également 7% par an en 2023 sur la base TF et ensuite nous avons pris plus 3% à partir de 2024. Nous avons considéré la DMTO à 700 000 € par an. Tu penses que la taxe foncière va augmenter de 7% par an? Non, en 2023, on a considéré uniquement en 2023 la revalorisation des bases de 7% et ensuite 1% ou 3% en fonction du scénario. Donc ensuite, sur les hypothèses communes, il y a la réduction des berceaux à la crèche, il y a l'intégration des nouveaux programmes livrés en 2023 qui auront eux un impact à partir de 2024. On a considéré 0 en DGF à partir de 2024 et moins 5% par an de DSR, donc la dotation de solidarité rurale à partir de 2023, et une reprise des subventions d'investissement sur les 5% de l'enveloppe annuelle sur une durée moyenne de 10 ans. Donc, ce qui nous donne pour nos prospectives de fonctionnement à l'échelle de 2027, si on prend la prospective pessimiste, on aurait un résultat qui passerait négatif à partir de 2025 et qui en 2027 nous conduirait à un résultat négatif de moins 3 523 000 €. Si on considère la prospective optimiste, nous restons sur le fonctionnement positif à l'échéance de 2027 avec un résultat qui reste à hauteur de 2 634 000 €. Donc on voit qu'en fonction des hypothèses qu'on prend, on peut facilement passer du négatif au positif. Donc avec une bonne gestion, on peut penser, contrairement au scénario très alarmiste qu'on avait sur le mandat précédent, on peut penser que c'est faisable en fait d'arriver à maîtriser notre budget et de maîtriser aussi la hausse des impôts de façon à pouvoir équilibrer le budget et pouvoir maintenir les services à nos administrés. La part d'incertitude. De toute façon, on l'a vu à travers aussi le contexte économique. Aujourd'hui, on est très dépendant du contexte de l'inflation. De l'inflation. Si l'inflation se poursuit fortement, tout à fait. La tension sur les matières premières et tout ce qui est énergétique va être le fil conducteur. c'est difficile. Tout à fait.
Oui, oui, oui. C'est pour ça que ça dépend des... On agit sur les consommations. Par contre, la dynamique inflationniste qu'il y a sur les marchés, on ne la maîtrise pas. On ne la maîtrise pas du tout. Donc on agit sur les consommations, on va agir sur les fréquences, on agit sur plein de choses pour amortir. Mais quand on voit les tendances des indices de révision de prix depuis 2022, ça va plus vite que les économies qu'on peut faire liées aux consommations. Mais il faut quand même le faire. Le fait qu'on adhère à un groupement d'achat pour nos achats d'énergie, notamment d'électricité, est-ce qu'on a fait le comparatif par rapport au marché? Est-ce qu'on gagne est-ce que c'est significatif ce qu'on gagne? Faire ce genre d'exercice, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Parce que les achats d'énergie, c'est un métier à part entière. C'est pour ça qu'on a confié la mise en concurrence groupée à un groupement. Mais le comparer, c'était déjà très difficile. Non, mais c'était déjà très difficile quand la tendance était relativement maîtrisée. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. C'est encore plus compliqué. Et à l'échelle de nos consommations, faire cet exercice, Mais ça vaut toujours le coup d'y adhérer. Ça vaut toujours le coup d'y adhérer parce qu'on est quand même dans un groupement. On peut penser que dans un groupement, on achète quand même mieux que si on achetait tout seul. Parce que nous, nos consommations tout seul d'énergie, ça représente rien du tout. Dans notre budget, c'est bon, c'est beaucoup. Mais à l'échelle des consommations sur le marché, c'est rien du tout. Donc si on n'était pas dans un groupement, voilà. Alors il faudrait faire l'exercice de comparer de groupement à groupement. Voilà. Pour voir s'il y a des groupements qui sont plus intéressants que d'autres. C'est quand même un exercice qui est extrêmement compliqué. Sur l'énergie, ça paraît simple, mais c'est très compliqué à comparer. Très compliqué. Les politiques publiques, c'est qu'on a pris, de comparer si on ne les avait pas faites. Donc je vais conclure sur ce slide de prospective, donc effectivement avec beaucoup d'incertitudes, mais quelque chose de maîtrisable, pas impossible en fait. Donc voilà. Donc on va continuer le travail qu'on fait avec les services, on va continuer à challenger, on va continuer à chasser chaque coût, chaque recette, chaque subvention dans ce but-là. Merci Gisèle pour cette présentation exhaustive. Et merci à Séverine parce que j'aurais pas fait grand-chose sans elle. Alors pour répondre tout à l'heure à la petite hésitation que tu avais, c'est pour les communes et les intercommunalités de plus de 40 millions d'euros, Gisèle. C'est pour les communes et les intercommunalités qui ont un budget de fonctionnement de plus de 40 millions d'euros, qui ont l'obligation en fait d'avoir, pour contribuer à la réduction de la dette de l'État, d'avoir des dépenses en fait qui chaque année ne peuvent pas augmenter plus que de l'inflation moins 0,5%. Donc vraiment une très forte contrainte en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement. Pendant les slides, on a zappé l'information. Pas de souci. Sinon, moi, ce que je retiens, c'est quand même que globalement, en fonctionnement, on arrive à avoir un budget à 10,8 millions d'euros. Donc, 2022 est relativement similaire à 2019. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a été capable, en fait, de contrôler nos dépenses malgré une évolution à la hausse du point d'indice, malgré une évolution à la hausse des fluides. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'on a une augmentation globalement, et là je remercie Clément pour le travail fastidieux qu'il effectue au quotidien, de recherche de subventions. Si vous regardez, on a quasiment plus de 200 000 euros de subventions par rapport à l'année dernière, et c'est vrai qu'on a des retours très positifs. On identifie, il y a un travail de fourmi pour identifier les différentes sources de subventions, et puis surtout pour monter les dossiers derrière. Donc un grand merci à tous les services qui y participent. Après, comme vous l'avez pu le constater, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, on a des réserves qui ont tendance à augmenter puisqu'on a plus de 166 000 en fonctionnement, plus 166 000 en investissement. Donc aujourd'hui, on arrive à mettre un petit peu d'argent de côté et en parallèle, on se désendette puisqu'on se désendette à hauteur de 400 000 euros par an. Donc je dirais que globalement, on a quand même une situation qui est saine. Il y a encore des marges de manœuvre qui ont été identifiées et sur lesquelles on va travailler. C'est vrai qu'il y a des secteurs qu'on avait laissés... on va dire, se gérer de façon plus autonome parce qu'on était en période de Covid et qu'il y avait des aspects humains derrière qu'on regarde davantage aujourd'hui et sur lesquels on va agir et chercher à optimiser en termes de fonctionnement. Ce qui a pu surprendre certains, et notamment les élus depuis plusieurs années, c'est qu'au niveau des perspectives optimistes et pessimistes, finalement, on arrive en optimiste à rester dans le vert tout le temps, ce qu'on ne voyait jamais auparavant.
Alors, je vais vous dire, hein, la recette ou l'élément déclencheur, en fait, c'est le pourcentage de réalisation. C'est-à-dire que, parce que je suis intervenue avec les services sur le sujet, quand vous regardez, en fait, ce qu'on vous présente en termes de budget et ce qu'on réalise derrière, vous l'avez entendu tout à l'heure, bon, sur les RH, il n'y a pas de sujet, on est à 96-97%, mais souvent, sur les autres dépenses, on est à 85-90%. Et en fait, quand on faisait nos prévisions d'année en année, on mettait une réalisation à 95%. Alors, si on est à 85-90 dans la réalité, on va pas passer à 95. Et ce que disait Gisèle tout à l'heure quand on challenge les services, c'est parce qu'il y a un vrai sujet de préparer le budget de l'année prochaine sur la base du budget de l'année précédente qui était sur le budget de l'année précédente et ainsi de suite, ou alors de préparer un budget par rapport à ce qu'on a consommé l'année précédente, voire les 2 années précédentes. Donc c'est la vraie réorientation qu'on essaie de mettre en place, un tout petit peu cette année, mais plus pour les années d'après, pour qu'on ait vraiment un prévisionnel sur la base du consommé de l'année précédente et qu'en fin d'année, on ne soit plus à des taux de réalisation de 85 ou 90%, mais qu'on aille au-delà des 90. Par contre, cette année, il n'est pas question d'être au-delà des 90% quand on prévoit 13 millions alors qu'on avait dépensé 10 millions 8 l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que quand on essaye de rester sur le budget qu'on a vraiment dépensé cette année, ou alors quand on est à prévisionnel réalisé à 90%, on se rend compte on devrait pouvoir arriver à passer, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes, d'autres guerres, d'autres évolutions des fluides, etc. Mais on devrait pouvoir tenir un certain nombre d'années, en fait, mais toujours en contrôlant fortement et en surveillant, on va dire, toutes les dépenses qui sont réalisées. En sachant que 2022 reste quand même impacté par le Covid, donc quand ils ont fait le budget, ils ont prévu un certain nombre de prestations, donc le 85% est aussi affecté par ces prestations qui n'ont pas pu être réalisées. Il y a les deux, il y a le fait de s'approcher de la réalité du consommé, et il y a les circonstances exceptionnelles qui étaient aussi non prévisibles à considérer sur 2022, et toute la difficulté pour 2023, et c'est pour ça que ce sera peut-être plus facile sur les années prochaines, c'est que si on n'a plus cette crise Covid avec les non-réalisations, on espère être en plus stable. Donc maintenant c'est un débat, donc le débat est ouvert. Je ne sais pas, vous êtes un peu intervenu pendant la présentation, je sais que c'est un petit peu long, mais c'est un exercice obligé. Je crois qu'Alain, tu voulais dire quelque chose déjà tout à l'heure sur la restauration, qui peut-être au-delà. Ouais, justement, je vais prendre la parole 2 minutes. Je vais revenir sur les perspectives que tu viens d'expliquer. Alors, depuis que je suis élu en 2001, Bernard doit s'en rappeler, on nous annonce qu'on était dans le rouge. Je ne sais plus la première fois en 2001, ça peut être déjà en 2010 à peu près. Le célèbre cabinet dont j'ai perdu le nom nous disait toujours que... voilà. Julia, non? Le cabinet Julia. Voilà, c'était ça. Donc, alors, ces perspectives sont évidemment intéressantes pour le travail d'avenir, mais il ne faut pas non plus se leurrer. D'une année sur l'autre, il peut y avoir tellement d'aléas qu'en définitive, ça rend quand même un petit peu chaotique les projections à 5 ans. Je vais revenir sur la cantine et puis justement aller un peu plus loin là-dessus. Quelque part, il ne faut pas non plus oublier que dans le coût qu'on donne aux habitants ou qu'on fait aussi pour les subventions aux associations, on n'a pas à payer l'amortissement des bâtiments, il faut quand même le rappeler. Parce que s'il fallait intégrer dans le coût du repas des enfants l'investissement des cantines, enfin du bâtiment en lui-même, il faudrait encore, ça ne serait pas 8 euros, ce serait peut-être 10 ou 12 euros qu'il faudrait mettre. Donc ça, c'est intéressant de le rappeler et se dire quand même qu'on a eu quelque part la chance d'être au sein du Val d'Europe et d'avoir eu, avant que ça devienne l'agglomération, la possibilité d'avoir nos bâtiments gratuits. Et justement, puisqu'on est à Val d'Europe, on n'entend plus dans les perspectives, et c'est un peu dommage, des projets en commun. Et quand on parle de cantine, j'avais moi travaillé il y a quelques années sur un projet de cantine centrale, de cuisine centrale, qui avait été intégré d'ailleurs au document pour la commune nouvelle. Je pense que c'est dommage d'avoir écarté ça, et c'est dommage qu'on n'en parle plus, parce qu'aujourd'hui, où on est à pas loin de 20 groupes scolaires sur l'ensemble du Val d'Europe agglomération, sans compter les crèches, les centres de loisirs éventuellement s'il y aurait besoin, mais on pourrait même étendre le truc à d'autres personnes qui ont aussi besoin de ce genre de restauration, c'est le partage de repas. Et je pense qu'on y gagnerait en qualité parce qu'on pourrait travailler sur du circuit court, on y gagnerait en environnement parce qu'on pourrait utiliser du matériel pour transporter avec des faibles autonomies, donc de l'électrique par exemple. Et je pense que ça serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un, Madame le maire par exemple, qui
qui relance l'idée de se dire, bah voilà, ça va rester demain matin, parce qu'évidemment, il faut du temps de le faire, et puis il y a les marchés. Mais je pense que c'est un peu dommage qu'on ait écarté ce projet, et toujours dans le débat des cantines, et ça va aussi pour tout ce qui impacte le prix pour les habitants. On sait très bien que nos marchés, ils ont une clé d'augmentation annuelle. Moi, j'ai toujours été pour, et je l'ai toujours dit, que je suis pour qu'on augmente aussi tous les ans de la même manière pour les consommateurs. D'abord, c'est logique puisque nous, nos coûts augmentent, donc c'est normal de les répercuter. Et deux, quand on n'augmente pas pendant 2 ou 3 ans, que nous, que j'ai augmenté fortement au bout de la 4e, c'est là où on se fait taper dessus. Donc, quelque part, si on le fait tous les mois, tous les ans, plus personne ne dira rien. Ça me paraît assez logique. Et dernière chose, l'emprunt de 72 000 euros, c'est juste une autorisation de ligne budgétaire en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais revenir sur le plafonnement de l'évolution des dépenses de fonctionnement que tu disais être limité au taux d'inflation plus 1,5. C'est ça? Et dans le cadre de la loi des finances, comme l'objectif du gouvernement, c'est de réduire la dette publique de façon globale, il y a une obligation en fait pour les communes qui ont un budget de fonctionnement au-delà de 40 millions d'euros par an, de ne pas avoir des dépenses de fonctionnement qui augmentent plus que le niveau de l'inflation, moins 0,5%. Mais nous ne sommes pas concernés puisque notre budget il est de 10 millions en fait. C'est la question, j'avais oublié les 40 millions de plafonds. On a toujours notre statut particulier de l'IN qui fait qu'on a des permissions qu'on n'est pas dans le droit commun. Oui, mais là en l'occurrence sur ce sujet on n'est pas concerné. Donc, voilà, quand nos populations croissent, etc., on est bien obligé de voir le fonctionnement croître aussi. Oui, quand il y a une forte augmentation de la population, comme c'est le cas pour les villes de Céris, Courbrèche-Issy, notamment dans le cadre de la phase 5, il est évident que les dépenses de fonctionnement vont augmenter. Ils ouvrent des groupes scolaires, ils nourrissent sur le temps du midi davantage d'enfants, ils construisent des routes et donc forcément ils éclairent davantage de voies et donc forcément les dépenses vont augmenter et ne peuvent pas être contraintes. Voilà. Là c'est pour effectivement une population stable et un périmètre stable. Tout à fait. Ouais. Et pour souligner ce que disait Alain, de ne pas se faire avoir, on le répète chaque année, par le mirage de la dépense, de la dette par habitant, du fait que c'est le salière VEA aujourd'hui qui porte une partie des investissements sur nos équipements, et c'est de là que vient la faiblesse de notre ratio. Donc il ne faut pas être dupé par ça, hein, parce que plus ça va, moins ça va exister, ça. Hein. Par contre, il y aura les frais d'entretien des bâtiments. Et là, on prendra pas un peu. De toute façon, au niveau de Val d'Europe agglomération, si je me trompe pas, je crois que le niveau de la dette, c'est à peu près 100 millions d'euros. Donc, c'est voilà, donc divisé par 50 000 habitants. Donc, l'endettement est au niveau de l'agglomération, en fait. La dette existe absolument, mais elle est portée par l'agglomération, qui chaque année renégocie des emprunts, même si sur les 2 dernières années, le niveau a un petit peu baissé. En fait, il y avait eu des renégociations d'emprunts qui avaient été faites par Madame Bétan juste avant qu'elle ne parte, parce que les taux étaient très très bas. Et là, c'est vrai que pour l'instant, au niveau de l'agglo, on est un petit peu dans une... C'est Noël. Non, merci. Donc, on doit prendre acte de la présentation du ROB et on doit voter le fait que l'on en prenne acte. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On a donc maintenant 2 points qui sont liés à des demandes de subvention qui vont être présentées. Le premier concerne le CRTE. Il vous est proposé donc d'approuver un projet d'emprunt au CRTE, donc
à DEA, et c'est sur cette base d'instruction de fiches projet au CRTE qu'on peut demander des subventions, notamment à la dotation scolarité à l'investissement local, la DSIL. Donc ce qu'on propose, c'est de rajouter 6 fiches actions supplémentaires aux fiches déjà inscrites. Il y en a une donc, qui porte sur le renforcement de l'identité du territoire par un développement équilibré. Et ça concerne donc la phase 2 et 3 du réaménagement du centre-bourg à la Châtelet, pour un montant de 568 580 €. Ces montants-là, ce n'est pas des montants de dépenses, c'est des montants sur lesquels on peut se baser pour demander des subventions. Ensuite, la deuxième fiche, c'est la création d'une ferme maraîchère donc dans le cadre du développement d'une activité économique agricole sur le circuit court, pour un montant de 15 800 €. Et ensuite, il y a des actions communales qui concernent des projets d'amélioration de l'offre mobilité avec l'acquisition et l'installation de racks à vélo sur des points stratégiques de la commune pour un montant de 7 033 €. Et ensuite, il y a des projets de maîtrise de l'énergie et de déploiement des énergies renouvelables avec 3 projets, 3 nouvelles fiches. La première qui concerne les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire et Chevreuil selon le diagnostic pour un montant de 946 616 €. Petite parenthèse, on y travaille de façon très forte sur l'identification des meilleures pistes possibles pour l'amélioration des consommations. La deuxième, sur ce sujet-là, c'est les travaux de rénovation énergétique du centre de loisirs de Canaille, sur les semailles, 423 000 €. Et enfin, un projet qui verra le jour normalement cette année, c'est sur le chemin des Cochepies, la mise en place d'un détecteur de présence sur l'éclairage existant à des fins d'économie d'énergie. Pour un montant de 7 600 €. Et on vous propose donc de valider ces nouvelles pistes qui s'inscriront dans le cadre du projet d'avenant numéro 1 sur le contrat CRTE renouvellement. Donc, sachant qu'en fait, cet avenant va devoir être voté, comme pour les premières fiches CRTE, par l'ensemble des communes du Val d'Europe et par Val d'Europe Agglomération. Donc, vous avez dans le dossier le projet de délibération qui reprend pour chacune des villes du Val d'Europe les actions, donc les fiches qui vont être ajoutées, celles qui ont été supprimées parce qu'elles n'ont plus lieu d'être ou parce qu'elles ont été réalisées, et puis éventuellement d'autres projets pas complètement aboutis que certaines communes présentent, mais ce n'est pas le cas pour nous. Donc pour nous, c'est vraiment l'ajout de 6 projets de façon à pouvoir indiquer, comme l'a rappelé Patrick, qu'ils ont fait l'objet, donc ces projets, d'une inscription au CRTE, et donc ça va les rendre davantage éligibles à des subventions d'État. On a l'information sur l'acceptation à peu près quand? C'est quand on dépose les demandes de dossier. En fait, là, le fait de les mettre au CRTE, ça, ce sont tous les conseils municipaux et l'agglo qui votent. Donc, on va dire d'ici un mois, normalement, voilà, c'est fait. Et après, ça va être, quand on fait une demande parce qu'on réaménage le centre-bourg, il faut compter 2 mois, peut-être 3 mois pour avoir une réponse. Le budget participatif, c'est à peu près ça aussi. C'est quelques mois. Donc, en général, la DSIL, là, les dossiers ont été envoyés avant le 15 janvier. Donc on espère avoir la réponse sur mars-avril, mais des fois ça peut être un petit peu plus tard, quoi. Voilà, mars, oui, bon, c'est à peu près le délai d'analyse des dossiers par les services de la préfecture. Mais après, il y a aussi des demandes la CRTE, c'est plus étudié par la préfecture, puisqu'il y a le fonds vert aussi. Ils étudient pour la DSIL et pour le fonds vert, en fait. Enfin, DSIL, DSR et fonds vert. Et puis après, il y a des demandes qu'on peut faire à la région, qu'on peut faire au département, qu'on peut faire à la CAF et autres, et ça prend toujours plusieurs mois. Mais de toute façon, on ne peut pas les inscrire au budget, puisque tant qu'on n'a pas la notification, ce qui explique pourquoi on a parfois des écritures d'équilibre qui apparaissent. On peut pas les inscrire, on ne peut pas en tenir compte. Ouais, on peut les estimer, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du choix des investissements. On a à peu près estimé, et certains investissements, on a bien dit très clairement qu'on les engagerait qu'à partir du moment où on obtiendrait une subvention. Sinon, on représentera pour l'année d'après. Voilà, donc sur l'ajout de ces 6 fiches pour la ville de Magny-le-Hongre et la modification donc, de l'avenant au contrat territorial de relance et de transition écologique, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je vais peut-être laisser Patrick, si tu le souhaites, présenter le dernier point, donc qui est effectivement aussi donc, pour pouvoir demander une subvention pour la vidéoprotection, que l'on envisage donc de revoir dans son ensemble sur les 4 prochaines années. Ça ne marche pas, donc je veux dire. Voilà, donc dans le même, on doit faire des demandes de subventions, on en a beaucoup parlé, Gisèle l'a évoqué. Donc pour cela, pour participer à la sécurisation de ces espaces publics et lutter efficacement contre la délinquance de voie publique, la commune de Magny-le-Hongre, comme vous le savez, je l'ai présenté en commission sécurité, etc., nous allons perfectionner notre système de vidéoprotection, parce qu'on a le système aujourd'hui a été monté
ça fait pratiquement une dizaine d'années, et on a des caméras qui deviennent obsolètes, etc. Donc on est obligé de les remplacer, et quitte à les remplacer, autant les remplacer par quelque chose qui est mieux aujourd'hui, parce que la technologie a beaucoup évolué, et pour cela, on peut demander des subventions. Donc c'est un peu pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'on a besoin de votre accord pour cela. Donc, issu des diagnostics liés au renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale et les fonds de sécurité de l'État, le développement et le renforcement des dispositifs de vidéoprotection participent pleinement à la stratégie de tranquillité publique et de sécurisation des espaces publics de la commune de Magny-le-Honde. Il est donc proposé au conseil municipal un projet de renforcement et développement des dispositifs de vidéoprotection, portant sur une caméra intérieure et 42 dispositifs de vidéoprotection, c'est ce que l'on a aujourd'hui, pour couvrir les entrées et sorties de ville. Nos entrées et sorties de ville, je vais présenter également. La sortie et entrée de ville, route de Vermontry, elle va se déplacer en fonction de l'ouverture des nouveaux projets d'habitation qui se font dans cette zone. Donc on va mettre des caméras, on prévoit de mettre des caméras par là aussi. Donc entrée et sortie de ville, les axes majeurs de circulation, les parcs et jardins, les abords de bâtiments et équipements publics. Ce projet a été élaboré avec le concours des forces de sécurité de l'État, de la police municipale. Il représente pour notre collectivité un coût total de 196 134,22 € hors taxes qui seront engagés sur 4 phases. Donc pour cette année, enfin pour 2023, on va faire la demande de subvention. En 2023, le coût serait de 79 350,29 € hors taxes pour 15 capteurs de vidéoprotection. À cela, on peut bénéficier c'est éligible à une aide financière de la région Île-de-France dans le cadre du dispositif bouclier de sécurité à hauteur de 30% du budget, hors taxe, au titre de l'année de 2023 pour la phase 1, soit 23 805 € hors taxe, je commence à parler comme Gisèle avec beaucoup de chiffres, ainsi qu'à une aide financière du département de Seine-et-Marne dans le cadre du règlement de fonds d'aide en faveur des polices municipales et intercommunales et de la vidéoprotection à hauteur de 20% du budget hors taxe, soit 15 870 € hors taxe. Est-ce que ça a une modification des frais de fonctionnement? Non. Tout a déjà été fait au niveau logiciel, etc. C'est récent en fait, ce qu'on a mis quand on a tout installé dans le nouveau poste municipal. Tout a été changé. Et on avait prévu, justement, ça a été fait de manière à prévoir des extensions. Là, en fait, on ne change pas tellement le nombre de caméras, on reste à peu près sur le même nombre. Donc, au niveau, c'est juste la qualité des caméras. On va mettre des caméras à certains endroits qui sont panoramiques, plutôt qu'on gardera des caméras pour lire les plaques d'immatriculation, etc. Mais sur certains carrefours, il y aura ce sera mieux. Donc, ce sera plus utilisable parce qu'aujourd'hui, vous pouvez venir voir de temps en temps, je peux vous montrer. Il y a des carrefours, on voit que la moitié du carrefour, parce que les caméras sont très directionnelles. Tout avait été mise pour ne lire que les plaques d'immatriculation au départ. Donc maintenant, ça évolue et la qualité, effectivement, 10 ans après, c'est plus la même chose. C'est déjà plus la même chose avec notre téléphone, alors imaginez, sur une caméra. Voilà. Donc c'est pour... on a besoin de votre avis pour justement faire cette demande de subvention. Avoir l'accord de faire. C'est une demande de subvention. Voilà, justement, mais il faut quand même. Il faut que ça passe en conseil municipal. La demande de subvention, mais évidemment aussi l'approbation du projet de déploiement qui va entraîner la dépense. Donc sur l'approbation de ce projet de renouvellement de la vidéoprotection et le fait de m'autoriser à remplir et signer les différentes demandes de subvention auprès de l'État, de la région et du département. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. J'en profite juste pour vous dire également, puisqu'on en parlait là justement de la protection de la nouvelle entrée de Magny côté route départementale de Montry, pour vous dire que les premiers emménagements donc chez de Mathieu Barre et Bouygues ont commencé depuis le mois de février. Donc si vous avez l'occasion de vous y promener, vous découvrirez un nouveau quartier de Magny. Et donc les propriétaires ont commencé à emménager dans les deux programmes et au niveau des logements sociaux, les locataires devraient arriver sur de Mathieu Barre sur fin mars-avril et puis sur Bouygues un petit peu plus tard. Donc au total, je rappelle que ce sont 114 logements qui ont été mis à l'habitation et ça se passe plutôt bien. Dans les écoles,
300 habitants. Non, alors pour l'instant, sur la partie propriétaire, on n'a pas énormément de nouvelles arrivées d'enfants, puisque c'était soit des familles qui étaient déjà sur Magny, soit les enfants ne sont pas forcément d'âge scolaire. Donc à aujourd'hui, que ce soit école ou collège, on n'a pas de souci. C'est plus quand on va avoir les attributions de logements sociaux, où là, on va avoir un petit peu plus d'enfants. Et donc à voir si les familles vont faire le choix de rester là où elles étaient ou pas, sachant qu'il y a une notion de distance, quoi. Donc, voilà, donc à anticiper. De toute façon, nous, on restera en contact avec l'éducation nationale sur le sujet dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur les prévisionnels. Et en plus, tu as fait ma transition, puisque je voulais vous parler donc du mouvement de grève de demain, donc qui va être suivi au niveau de la commune dans 2 groupes scolaires, donc à Charles-Fauvet et à Tabarly en élémentaire. Donc le service minimum obligatoire sera en place. Et là, je voudrais remercier l'ensemble des animateurs qui seront présents demain. On a très très peu de grévistes globalement au niveau de la commune. Et donc tous les animateurs sont présents. On n'a absolument aucun gréviste. Et ils ont été volontaires pour assurer le service minimum demain. Et je les en remercie parce que c'est une remise en cause, effectivement, enfin c'est une réadaptation de leur planning. Et comme me le rappelle Marina, ils l'ont fait également lors du mouvement de grève du 30 janvier et du 16 février pour qu'on puisse accueillir les enfants. Et puis également le personnel de restauration, parce qu'on peut assurer la restauration scolaire dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux ou l'actualité, vous verrez que dans beaucoup de communes, il n'y a pas de restauration. Les enfants doivent venir avec un pique-nique et parfois le service minimum n'est pas forcément mis en place dans de bonnes conditions. Donc nous, c'est possible et c'est grâce à l'investissement et à la présence des agents. Donc je tiens à les en remercier. Voilà.